Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. Toujours sur la thématique de la reproduction et surtout la reproduction chez les mammifères. Aujourd'hui, nous abordons la régulation du fonctionnement de l'appareil génital ou de l'appareil reproducteur. La première séquence portait sur l'organisation de l'appareil reproducteur, au cours de laquelle nous avons décrit l'ensemble des structures qui composaient l'appareil reproducteur chez la femme et chez l'homme. La deuxième séquence portait sur la gamétogénèse, qui est l'une des fonctions des gonades. La gamétogénèse qui est le processus de formation des cellules sexuelles. Alors aujourd'hui, c'est le fonctionnement de l'appareil reproducteur que nous étudions. Alors, pour commencer, nous allons d'abord étudier la régulation du fonctionnement de l'appareil génital ou de l'appareil reproducteur de l'homme. Ensuite, dans la deuxième partie, la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme. Alors, pour ce faire, concernant l'homme, nous allons d'abord voir comment est-ce que l'hypophyse contrôle les testicules. Ensuite, comment est-ce que l'hypophyse est contrôlée par l'hypothalamus. Et en dernière partie, comment est-ce que les testicules vont, par un rétrocontrôle aussi, agir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Concernant la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme, nous allons d'abord voir d'où est-ce que sont produites les hormones ovariennes et où est-ce qu'elles vont agir. Et ensuite voir comment est-ce que l'ovaire est contrôlé par l'axe hypothalamo-hypophysaire, comment est-ce que l'ovaire contrôle l'utérus et pour finir, comment par un rétrocontrôle, l'ovaire va agir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et dans une dernière partie, nous allons un peu revoir les cycles sexuels, le cycle ovarien et le cycle utérin. Alors, pour commencer, on a tous une fois vu grandir un enfant qui, à partir de 12, 13, 14 ans, commence à avoir certains caractères physiques qui apparaissent sur son corps ou même sa personnalité qui commence à changer. On voit les jeunes garçons à partir de 14 ans qui commencent à avoir un développement musculaire, qui ont des poils qui commencent à apparaître au niveau de leurs aisselles, la voix qui commence à changer et le comportement un peu difficile. Chez les filles, c'est la poitrine qui se développe, c'est la voix aussi qui se change. Elles commencent plutôt à s'occuper de leur corps. Alors, il faut savoir que tous ces éléments sont ce que l'on appelle les caractères sexuels secondaires et sont les manifestations même du fonctionnement de nos appareils reproducteurs. Alors, on nous dit que l'hypophyse contrôle le fonctionnement des testicules. En effet, des expériences ont montré que lorsque l'on enlève l'hypophyse d'un animal, on constate qu'il y a une dégénérescence des caractères sexuels secondaires et même la spermatogénèse disparaît. Ce qui veut dire ici que l'hypophyse contrôle l'apparition des caractères sexuels secondaires et leur maintien, mais également la spermatogénèse. Mais la question est, comment est-ce que l'hypophyse contrôle ces éléments-là? Alors, ce contrôle se fait par une sécrétion de deux hormones. La LH, qu'on appelle l'utéunique hormone, et la FSH. Alors, tout ça là, c'est des termes anglais, c'est pas très important. Il faut juste retenir les abréviations et les utiliser telles quelles. Alors en français, on les appelle des gonadostimulines ou gonadotrophines. Alors, la LH est sécrétée par l'hypophyse et la LH va
agir sur les cellules de Leydig. Si on retourne à l'organisation, à la structure des testicules, vous verrez que les cellules de Leydig se trouvent entre les tubes séminifères. Alors, la LH qui est sécrétée par l'hypophyse va agir sur ces cellules de Leydig et ces cellules de Leydig vont sécréter la testostérone qui est une hormone masculine. Alors, l'hypophyse va également sécréter la FSH. La FSH qui agit sur les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli qui se trouvent à l'intérieur même des tubes séminifères. Alors, en agissant sur ces cellules de Sertoli, les cellules de Sertoli vont synthétiser une protéine qu'on appelle l'ABP. C'est toujours un terme anglais, abrégé en ABP. Utilisez ça comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, l'ABP va se fixer sur les cellules germinales. Cette fixation sur les cellules germinales va permettre à ces cellules germinales de pouvoir reconnaître la testostérone et donc de pouvoir faire la spermatogénèse. Donc ici, l'hypophyse contrôle les testicules par la sécrétion de LH et de FSH qui agissent sur les cellules de Leydig et de Sertoli, permettant la sécrétion de testostérone et la synthèse d'ABP et par conséquent la reconnaissance de la testostérone. Alors, l'hypophyse également est contrôlée par l'hypophyse. L'hypophyse est contrôlée plutôt par l'hypothalamus. Alors, on a remarqué également dans d'autres expériences que lorsque l'on dissocie l'hypophyse de l'hypothalamus, il n'y a pas de sécrétion de LH, il n'y a pas de sécrétion de FSH, ce qui veut dire que la sécrétion de LH et de FSH est contrôlée par l'hypothalamus, par la sécrétion d'une neurohormone qu'on appelle la GnRH. Toujours un terme anglais qui est abrégé comme ça. Utilisez ça comme ça, ne vous fatiguez pas à retenir toute la littérature qui va avec. Alors, la GnRH qui est sécrétée par l'hypothalamus, se déverse sur l'hypophyse et l'hypophyse va sécréter à son tour de la LH et de la FSH qui ont les effets sur les testicules que nous avons relatés tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire ici que l'hypothalamus contrôle l'hypophyse par la sécrétion d'une neurohormone ici que l'on appelle la GnRH. Alors, les testicules, en retour maintenant, vont réagir sur le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. À quoi faisant? Lorsque le taux de testostérone est très élevé dans le sang, cela bloque, freine, va inhiber le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire et par conséquent diminuer la sécrétion de LH et de FSH. Alors, cette diminution de sécrétion de LH et de FSH va aussi provoquer une diminution de la testostérone. En revanche, lorsqu'il y a une baisse du taux de testostérone dans le sang, ceci va lever l'inhibition qu'il y avait au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cette levée d'inhibition provoquera une augmentation de la sécrétion de LH et de FSH, par conséquent une augmentation de la sécrétion de testostérone. Alors, le blocage de la testostérone sur l'axe hypothalamo-hypophysaire est appelé un rétrocontrôle négatif. Alors, et c'est ce que nous avons sur cette boucle de régulation. Nous avons ici l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est composé de l'hypothalamus ici et de l'hypophyse ici qui sont reliés là par la tige pituitaire. Alors là, nous avons les testicules. Là, nous avons la partie qui est à l'extérieur des tubes séminifères et ici on a l'intérieur des tubes séminifères. Alors nous avons ici la FSH qui agit au niveau des cellules de Sertoli là, qui fabrique l'ABP qui ici va agir sur les cellules germinales permettant la reconnaissance de la testostérone en rouge. Alors, la testostérone égale la LH ici va agir sur les cellules ici de Leydig, les cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone qui aussi a un rétrocontrôle négatif ici. Alors, nous avons une autre hormone que nous n'avons pas citée tout à l'heure qui est l'inhibine. L'inhibine également va agir sur l'hypophyse
pour provoquer un rétrocontrôle négatif. Alors voilà en synthèse le mécanisme de régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur de l'homme. Alors pour ce qui concerne la femme, alors la femme a deux principales hormones, la progestérone et l'estradiol. Alors, l'estradiol est sécrété par les cellules folliculaires qui, au cours de la croissance des follicules, seront à l'origine de la tête interne et de la granulosa. Alors, cet estradiol qui est sécrété par la tête interne et la granulosa des follicules va être responsable de l'apparition et du maintien des caractères sexuels secondaires que nous avons tout à l'heure relatés en introduction, mais également responsable du développement de la muqueuse utérine, des sécrétions du col de l'utérus, des glandes du col de l'utérus et même des métabolismes des glucides, des lipides, etc. L'estradiol va favoriser les contractions rythmiques de l'utérus qui facilitent le déplacement des spermatozoïdes dans les voies génitales, leur permettant d'atteindre le plus rapidement possible l'ovocyte qui a été libéré au cours de l'ovulation. L'estradiol également est responsable par son premier pic vers le 10, 11, 12e jour. Il y a un pic, ça veut dire une sécrétion très importante d'estradiol qui sera responsable de la sécrétion de la glaire cervicale plutôt, qui devient lâche. Et cette glaire cervicale-là va permettre une remontée beaucoup plus rapide des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. L'estradiol également est responsable de l'œstrus chez les animaux. Ainsi, elle est appelée l'hormone de la femme parce que elle prépare toutes les conditions permettant aux spermatozoïdes de pouvoir rencontrer l'ovule et de permettre une fécondation. Alors, l'autre hormone de la femme est la progestérone. Elle, par contre, elle est sécrétée par le corps jaune. Si vous vous rappelez, lorsqu'on faisait la folliculogénèse, arrivé à une étape, les follicules deviennent des follicules mûrs de 2 graphes. Et à ce moment-là, il y a un éclatement du follicule mûr de 2 graphes libérant l'ovocyte et la carcasse qui reste de cet événement-là se transforme maintenant en corps jaune. Ce corps jaune maintenant va sécréter la progestérone. Et s'il n'y a pas de fécondation, ce corps jaune va dégénérer en 14 jours et voilà, il n'y a plus de sécrétion de trucs. Sinon, s'il y a fécondation, le corps jaune va perdurer pendant un moment avant de dégénérer, et même après la dégénérescence, c'est le placenta qui prend le relais et continue à sécréter la progestérone. La progestérone, elle accentue les modifications utérines que l'estradiol avait débuté. La progestérone va intensifier ces modifications-là. Mais la progestérone également va inhiber les contractions utérines, pour installer ce qu'on appelle un silence utérin et préparer l'anidation. C'est-à-dire, si toutefois il y a eu fécondation, l'œuf qui est issu de cette fécondation doit s'implanter au niveau de l'utérus, ce qu'on appelle l'anidation. Et le silence utérin facilite cet événement-là. Et grâce à la progestérone, ça se fait naturellement. La progestérone favorise également une augmentation de la température corporelle. Elle maintient également la gestation, c'est-à-dire la grossesse. Donc la progestérone, elle est très favorable, elle réunit toutes les conditions favorables au développement de la grossesse. Alors, ainsi, elle est appelée l'hormone de la mère, la maman, donc c'est cela. Alors, la régulation en tant que telle. Alors,
on nous dit ici que l'ovaire est contrôlé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Hypothalamo-hypophysaire, ça veut dire hypothalamus et hypophyse. Alors, excusez-moi, des observations ont montré que des lésions au niveau de l'hypophyse entraînent l'arrêt des cycles ovariens et utérins. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas, comme si on faisait la même expérience, qu'on enlève l'hypophyse, il n'y a pas de cycle menstruel, il n'y a pas de cycle ovarien. Et d'autres expériences ont confirmé également que le fonctionnement de l'ovaire est sous le contrôle direct des hormones sécrétées par l'hypophyse. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'hypophyse sécrète deux hormones, la LH et la FSH. Alors nous allons voir à quel niveau ces deux hormones vont agir chez la femme. La FSH va stimuler le développement des follicules, c'est-à-dire ça va permettre aux follicules de passer du follicule primordial au follicule mûr de 2 graphes. Alors, la LH va déclencher l'ovulation, c'est-à-dire va permettre à l'ovocyte de sortir du follicule mûr de 2 graphes. Alors, et de permettre la carcasse qui reste de se transformer en corps jaune. Alors, mais il faut savoir également, comme dans le cas de l'homme, l'hypophyse aussi est contrôlée par l'hypothalamus. Donc ici, grâce à la sécrétion de GnRH. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hypophyse qui contrôle l'ovaire grâce à la sécrétion de FSH et de LH, mais l'hypophyse également est contrôlée par l'hypothalamus grâce à la sécrétion de GnRH. Alors, l'ovaire contrôle également l'utérus. Alors, pendant la période folliculaire, c'est la période de développement des follicules qui passe de follicule primordial à follicule mûr de 2 graphes. Au cours de cette période, il y a une sécrétion d'œstradiol qui augmente parce que l'œstradiol est sécrété par les cellules folliculaires et les cellules folliculaires se développent de primordial à primaire. Donc, d'un follicule à l'autre, le nombre de cellules folliculaires augmente. Donc, plus ça augmente, plus la sécrétion de cellules d'œstradiol plutôt augmente. Et l'œstradiol va agir sur la muqueuse utérine pour permettre son développement et son épaississement, sa vascularisation. Mais pendant la phase lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation, là on a un développement de la muqueuse utérine qui s'accentue davantage grâce à la sécrétion de progestérone. Donc on a ici l'œstradiol qui met les bases et la progestérone vient maintenant amplifier davantage ces progressions-là. Alors, à la fin du cycle, vers 27-28e jour, on a une chute de la sécrétion d'œstradiol et de progestérone due à la dégénérescence du corps jaune. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura un délabrement de l'endomètre. L'endomètre va se détacher, ce qui se manifeste en dehors par les menstruations, par les règles. Alors, donc, ce qu'il faut retenir là, l'ovaire contrôle l'utérus par la sécrétion de 2 hormones, l'œstradiol et la progestérone. L'œstradiol est responsable des modifications observées durant la phase folliculaire et la progestérone amplifie ces modifications à partir de la phase lutéale. Mais puisque le corps jaune est responsable de la sécrétion de ces 2 hormones durant la phase
lutéale. Lorsque le corps jaune dégénère, la sécrétion des hormones diminue et donc les modifications de l'utérus vont également s'estomper et donc l'utérus même va se délabrer, l'endomètre va se délabrer et c'est l'apparition des règles. Alors, on parle de rétrocontrôle de l'ovaire, c'est-à-dire l'ovaire qui agit également sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Si en effet, lorsque le taux d'œstradiol est faible, parce qu'on va l'observer. Au début du cycle, les follicules sont très petits, de petite taille, parce qu'on a des follicules primordiaux qui se développent grâce à la FSH qui va agir. Alors là, la sécrétion d'œstradiol est très faible. Et donc, cette sécrétion d'œstradiol très faible exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Mais vers le 10e jour 11-12, il y a une sécrétion très élevée d'œstradiol parce que les follicules sont devenus matures, ils commencent à grandir. Et donc, puisque les follicules sont devenus matures et sécrètent beaucoup d'œstradiol, cette quantité très importante va exercer un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, ce rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire provoque une sécrétion très importante de LH, de FSH. Et la sécrétion très importante de LH maintenant va déclencher l'ovulation. Donc l'œstradiol va provoquer ici deux rétrocontrôles. Un rétrocontrôle négatif au début du cycle jusqu'à ce qu'on ait un pic d'œstradiol juste à la veille de l'ovulation et ce pic d'œstradiol va provoquer un rétrocontrôle positif. La progestérone, elle provoque un rétrocontrôle négatif continu. Alors c'est ce que nous avons ici dans cette boucle de régulation. Alors nous avons ici l'axe hypothalamo-hypophysaire, nous avons ici l'ovaire et là nous avons l'utérus. Alors qu'ils sont accompagnés avec des graphiques d'évolution des sécrétions hormonales. Alors quand vous regardez ici, l'hypophyse sécrète la LH et la FSH maintenant va agir ici sur les follicules, permettant leur développement passant de primordial à mur de De Graaf. Arrivé ici, vous voyez, plus les follicules augmentent, plus la sécrétion d'œstradiol là en bas en vert augmente. Passant de là à là, parce que ce sont les cellules folliculaires qui sécrètent ces hormones. Alors, arrivé ici, à ce niveau, correspondant à ça, le follicule est devenu suffisamment mature. Et donc, ça provoque une sécrétion très importante d'œstradiol. Cette sécrétion très importante d'œstradiol va provoquer un rétrocontrôle positif ici sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et ce rétrocontrôle positif va provoquer ici une sécrétion très importante de LH. Et c'est cette sécrétion très importante de LH qui provoque ici l'ouverture du follicule mûr de De Graaf et donc par conséquent la libération de l'ovocyte. Mais en même temps, quand vous regardez les sécrétions ici d'œstradiol provoquent ici un développement de l'utérus, donc contrôle de l'ovaire sur l'utérus par l'œstradiol. À partir de la transformation du follicule mûr de De Graaf, le corps jaune maintenant va amplifier davantage les invaginations qu'on a ici. Donc toujours contrôle de l'ovaire sur l'utérus grâce à ces deux hormones-là. Alors, arrivé ici, vous voyez, le corps jaune dégénère, disparaît petit à petit. Cette disparition s'accompagne avec une diminution progressive des hormones. Et donc, ce qui est à l'origine ici du détachement de l'utérus. Et donc, là, vous avez l'apparition des règles. Donc, ce schéma résume un peu la régulation du fonctionnement de l'appareil génital de la femme.
Et maintenant, pour finir, nous parlons des cycles sexuels que nous avons déjà d'ailleurs parlé là-bas. Alors, le cycle sexuel sont synchronisés, c'est-à-dire ça fonctionne de la même, en fait, durant les mêmes périodes, on a à peu près les mêmes événements. Ok. Utérin, le cycle utérin est composé de la phase menstruation, ok, la phase post-menstruation et pré-menstruation. Alors, juste après, ce qu'il faut comprendre durant cette phase-là, c'est que menstruation, c'est les règles que les femmes voient. Alors, après, juste le jour du début des règles correspond au début du cycle. Alors, à partir de là, il y a les sécrétions d'estradiol qui vont commencer également à entretenir l'endomètre et qui commence à se développer, ok, que l'estradiol va également, que la progestérone va amplifier, intensifier, et après également s'il n'y a pas fécondation, ce sera de nouvelles menstruations. Et tout ceci est entretenu par le cycle ovarien grâce au développement des follicules. Donc là également, on va parler de phase folliculaire, d'ovulation et de phase lutéale. Durant la phase folliculaire, c'est là qu'on a les sécrétions d'estradiol qui permettent le développement de l'utérus. Et durant la phase lutéale également, elles vont l'entretenir davantage. Mais si il n'y a pas de fécondation, il y aura dégénérescence du corps jaune et donc par conséquent il y aura délabrement de l'endomètre et donc apparition de nouvelles règles. Alors j'espère que cette synthèse vous permettra de mieux cerner ce sujet. Vous pouvez essayer le questionnaire qui accompagne cette séquence pour mieux maîtriser le cours. D'ici là, portez-vous bien.